Donc l'intervention de ce soir, elle se veut inscrite dans le moment présent et elle ne veut pas, en tout cas en son sein, déclarer que c'est une vérité immuable, ou en tout cas c'est des observations immuables. Donc moi je m'appuierai en tout cas sur mon regard de professionnel de l'EPS pour débattre de cette question, parce que c'est une question vraiment polémique, à la fois du point de vue de la recherche, mais aussi du point de vue des enseignants que je rencontre aujourd'hui dans mon métier, du point de vue des questions que je me posais quand j'étais enseignante débutante, et c'est de ce point de vue-là qu'on va essayer aujourd'hui de débattre. Alors dans un premier temps, c'est vrai que cette question, avec ma casquette institutionnelle d'aujourd'hui, renvoie véritablement à qu'est-ce que les élèves apprennent en EPS. Et en l'occurrence, parce que je suis sensible à la question réglementaire et institutionnelle, ce qu'est-ce que les élèves apprennent nous est quelque part dicté par les textes institutionnels qui aujourd'hui, en 2021, fait de la notion de compétence quelque chose qui oriente la manière de penser qu'est-ce que les élèves apprennent en EPS. Alors rapidement à l'image, cette déclinaison qui est vraiment notamment dans les programmes de collège, ces compétences générales, les compétences travaillées, les compétences qui se déclinent après dans les champs d'apprentissage. Cette notion de compétence, elle n'est pas simple. En effet, pour les enseignants, et là je vous ai mis à l'image un exemple d'action menée dans un établissement scolaire, un collège, une action transdisciplinaire, intercatégorielle, qui amenait les enseignants à répondre à cette question, c'est quoi un élève compétent ? Et on voit bien que derrière la notion de compétence, il y a plein de choses. Il y a des choses qui renvoient à l'émotionnel, aux comportements psychosociaux, des choses qui renvoient aux activités de repérage, des choses qui renvoient aux activités décisionnelles. Et en bas à gauche, il y a une réponse qui a été faite. Un élève qui est compétent, c'est un élève qui sait anticiper et qui comprend. À partir du moment où il y a ce terme de comprendre, un mot qui est d'un enseignant, pas forcément d'un enseignant d'EPS, des enseignants, forcément qu'il y a probablement derrière ça une activité cognitive. Est-ce que l'élève est compétent? Est-ce que c'est celui qui réfléchit ou pas? À travers ça, c'est vrai que c'est une question qui se pose et cette notion de compétence, elle est plus ou moins complexe. En effet, il y a des éléments qui renvoient à la connaissance, mais des éléments qui renvoient aussi à des éléments plus larges. Donc, c'était le jeu aussi des enseignants, là, dans ce groupe pluridisciplinaire. D'un côté, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un savoir, la compétence, c'est quelque chose qui est plus complexe, qui renvoie aux ressources, qui renvoie également à la capacité de l'élève de réaliser une tâche nouvelle. Donc, un élément plus compliqué qu'une seule connaissance. La notion de compétence, j'avais envie quand même de faire un petit rappel là-dessus, elle est venue dans le monde de l'éducation, pas de façon anodine. C'est vrai qu'elle émane du monde économique, du monde de la rationalisation de l'outil de travail, elle émane donc du monde professionnel, en effet, et plus précisément lorsque l'appareil de fonctionnement de la production, notamment dans les périodes post-Seconde Guerre mondiale et après les 30 Glorieuses, questionne l'outil de travail et amène à vraiment positionner la question autour de l'efficacité dans un poste de travail. Les psychologues du travail, en ergonomie cognitive, je me réfère ici aux travaux des années 50 à 80-90, vous me corrigerez si je me trompe, de Jacques Leplat et de Jacques Pailloux, ont mis en évidence ce caractère opératoire et complexe finalement pour réaliser une tâche. L'ouvrier, quel qu'il soit, l'employé, quel qu'il soit, l'élève, quel qu'il soit, le professionnel, quel qu'il soit, se questionne et doit adapter ses gestes professionnels par rapport à la tâche à réaliser. Il y a donc à travers cette adaptation, cette activité adaptative, forcément une réflexion autour de la formation. Comment former l'élève, l'ouvrier, le professionnel à cette activité adaptative? Et donc, évidemment, cette rationalisation de la formation professionnelle est née de cette question posée sur cette efficacité assortie à la complexité finalement de la tâche que réalise tout ouvrier, peut-être petit à petit, progressivement, de manière implicite, de manière automatique, mais au moment où on le forme, cette activité d'apprentissage, elle est complexe. Par conséquent, j'aime bien, moi, me référer à cette définition de la compétence, un petit peu peut-être datée, mais qui met l'accent sur cet aspect opératoire. La compétence renverrait, puisque c'est une prise de position, à une totalité complexe et mouvante, quelque chose qui n'est donc pas simple à décrypter, mais qui est structuré, qui est opératoire et qui est
véritablement ajustée à l'action et à ses différentes occurrences. La compétence est donc quelque chose qui n'est pas simple et qui renvoie à des éléments de nature probablement différents dans ces éléments constitutifs. Ce concept de compétence a donc progressivement diffusé au sein du monde de l'éducation. On passe du monde du travail, de la formation professionnelle, au monde de l'éducation au sens large. Donc là, rapidement, quelques définitions, mais je m'arrêterai particulièrement sur la dernière. Mais on voit une évolution. La dernière des définitions en bas de la page, qui émane du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, nous rappelle véritablement que la notion de compétence induit la mobilisation de ressources différentes. Des connaissances, des capacités, des attitudes, nous dit ce texte, et induit forcément la capacité, en tout cas pour un élève, d'accomplir une tâche, de réussir cette tâche et de faire face à une tâche qui a un caractère particulier. Dans cette définition, on nous dit qu'elle est complexe, qu'elle a un caractère inédit, cette tâche. Être compétent, c'est réussir dans cette tâche-là. Dans cette tâche qui est sans doute donc un petit peu en décalage par rapport au contexte dans lequel j'ai construit les petites briques que constituent les connaissances, les capacités et les attitudes. Donc, compétences et connaissances ne sont pas en opposition, mais elles sont bien en interaction, on va dire en relation entre elles, pour amener l'élève à réussir dans une tâche donnée. Donc ça, c'était un petit passage, un petit détour un peu théorique à ma manière, non pas d'enseignante-chercheur, mais à ma manière de professionnel qui réfléchit sur les commandes institutionnelles. Et la commande institutionnelle, donc, nous permet de répondre déjà à la question plus précise de qu'est-ce qu'un élève apprend en EPS. Je n'étais pas encore rentrée véritablement dans le domaine de l'EPS. Donc en effet, les compétences à construire en éducation physique et sportive sont prescrites. Elles sont mentionnées, elles sont libellées, elles sont énoncées dans les programmes. Programme du cycle 1 jusqu'au programme de la classe de terminale. Donc je me suis livrée pour vous à une petite lecture distanciée des textes que je ne connais pas par cœur. Comme tout bon fonctionnaire, j'ai la Bible sur Internet et je vais regarder. Et en tout cas, je lis régulièrement, mais parfois on les lit un peu vite. Là, j'ai pris le temps de m'arrêter sur certains libellés au regard de la thématique de ce soir. Et donc, partie gauche, des compétences qui pour moi renvoient à ce fait qu'en EPS, on agit. On est dans le domaine de l'action. On n'est pas dans le domaine de la pensée. En effet, lorsque je lis qu'une compétence, c'est répéter un geste sportif ou artistique, je vois bien l'élève en train d'agir. Je le vois en train de faire. Même chose quand on me dit qu'il agit avec et pour les autres, c'est un élève agissant. Un élève qui va aussi mobiliser ses techniques efficaces pour s'adapter et optimiser son déplacement. Là, dans le cadre du champ d'apprentissage numéro 2, et plus précisément du lycée pro, je vois bien cet élève qui agit. On me dit qu'en EPS, je dois former un élève agissant. Ça ne fait pas d'ambiguïté. A contrario, ou de manière complémentaire, j'ai plus envie de dire, il y a des libellés qui nous amènent à dire qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'action en EPS. L'élève doit aussi savoir verbaliser. Verbaliser ses émotions, ses sensations. Il doit aussi connaître. C'est des exemples, vous en trouverez d'autres. Connaître et utiliser des indicateurs objectifs, précis, pour être en capacité de caractériser l'effort physique. On voit bien qu'on rentre dans un grain fin, on n'est qu'au cycle 4, pour autant. C'est intimement et précisément quelque chose qui n'est pas simple, ce que l'on demande aux élèves ici. Même chose, le parallèle avec le champ d'apprentissage 2, on doit amener les élèves à analyser leurs prestations pour qu'ils comprennent les différentes alternatives possibles et qu'ils soient en capacité d'ajuster leur projet. C'est un itinéraire dans le champ d'apprentissage numéro 2. Donc on voit bien là qu'il y aurait a priori une opposition. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère y voir une complémentarité entre agir et penser. Penser pour agir, agir pour penser, penser et agir, penser ou agir. On a envie de décliner toutes ces mises en relation de ces deux termes. Et en l'occurrence, voilà, les textes nous amènent à véritablement faire les deux. Je n'ai pas le choix. En tant que fonctionnaire de l'État, je dois amener l'élève à agir et à penser. La question de ce soir est de savoir si, en réfléchissant, les élèves vont mieux ou pas mieux
agir en EPS. Dernière petite précision, toujours en m'appuyant sur les textes, j'ai eu envie de m'arrêter sur ce qui est mentionné comme une compétence au sein du programme d'EPS du cycle 3. Les élèves doivent apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de leur activité et de celle des autres. Ici, j'ai envie de dire que le texte nous impose à tous qui agissons pour que l'élève apprenne en EPS à agir par différentes modalités. Apprendre par l'action, apprendre par l'observation, apprendre par l'analyse. De fait, ce texte-là, ce libellé-là, fait que la question de ce soir, elle serait finalement vide, puisque la réponse nous est donnée. Pour autant, est-ce que c'est aussi simple que ça, Gilles ? Alors, je vais essayer de montrer qu'en effet, la question n'est pas simple. Moi, quand je lis ce libellé, alors j'en vois pas une prescription, puisque je suis plus en fonction de prof d'EPS, donc je peux prendre de la distance. Et je trouve que ce texte fait écho, finalement, à des travaux que j'ai pu mener il y a quelques années, et qui visaient à décrire le fonctionnement d'un élève en train d'apprendre. Et donc, apprendre, c'est en effet agir de façon répétée, c'est observer pour imiter, c'est analyser pour comprendre. Qu'en pensent les élèves ? Que font nos élèves ? Alors, je me suis armé d'un observatoire, un observatoire vidéo. J'ai mené des entretiens avec des élèves agissant en éducation physique de la 6e à la 3e, dans des activités variées. Il s'agissait de gymnastique, de volley, de badminton. Et au terme de leur leçon où je les avais observés, je les ai invités à s'entretenir dans le cadre d'entretiens dits d'auto-confrontation. Et qu'est-ce qu'ils me disaient, ces élèves, quand ils parlaient de leur activité pour apprendre ? Eh bien, certains, en effet, me disaient qu'ils avaient fait l'effort de lire, vous savez, ces fameuses fiches que vous leur donnez. Certains les avaient remplies consciencieusement. Ils avaient fait des stats. Ils avaient interprété les stats. Donc, quelques élèves, en effet, s'efforcent de comprendre et s'appuient aussi sur les consignes. Ce sont des élèves pour qui le langage est une véritable ressource pour apprendre. Et comme le langage alimente la réflexion, on voit bien que la relation entre apprendre en EPS et réfléchir, elle est forte. Alors d'autres élèves me disaient que pour eux, l'important, c'était d'abord de voir. Ils accordaient alors beaucoup d'importance à la démonstration d'un éventuel enseignant un peu jeune, qui osait encore faire des démonstrations, ou bien alors ils regardaient dans la classe celui qui était en réussite. Ils s'engageaient d'ailleurs prudemment, ils attendaient que celui qui réussit ait montré aux autres. Et puis alors, ensuite, ils cherchaient à imiter, ils cherchaient en fait à se faire une image pour ensuite mieux réussir. Et donc, j'ai caractérisé cette façon de faire pour apprendre comme étant un profil imité et observé. Enfin, d'autres élèves se caractérisaient par des comportements que vous avez souvent rencontrés. Vous mettez en place un atelier, il y a ceux qui vont en 15-20 minutes passer 1 à 2 fois, et puis d'autres, ils vont s'efforcer de passer le plus souvent possible. On les remarque, ils doublent dans les files d'attente. Ils passent, et puis très vite, ils courent, ils vont se replacer et repassent. Je pense que vous avez aussi ces élèves-là. Et puis en même temps qu'ils passent, ils s'efforcent d'être concentrés, ils s'engagent vraiment à chaque passage pour réussir. Donc j'ai caractérisé ces profils d'élèves comme des élèves qui répétaient et qui mobilisaient leur attention dans ces répétitions. Donc ce modèle, il a été par la suite stabilisé à l'aide d'études quantitatives et je me suis aussi amusé à voir s'il y avait des incidences entre la réussite en éducation physique et ces façons de faire pour apprendre. De fait, le profil qui est le plus corrélé avec des notes élevées en éducation physique, les notes que vous mettez au terme d'une séquence, d'un cycle d'EPS, c'est le profil répété. Donc le profil qui est quelque peu éloigné de la réflexion, de l'analyse. Alors que ce profil soit éloigné de la réussite en EPS, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait une corrélation forte entre cette façon de faire pour apprendre en EPS et des notes élevées en français. Alors, ces élèves qui en EPS s'efforçaient de comprendre, d'utiliser le langage pour réussir, ce sont des élèves pour qui le langage était une ressource, ils le maîtrisaient et ils étaient compétents en français. Et la corrélation forte que j'ai trouvée avec le profil imité observé, c'était une corrélation avec les notes en mathématiques. Tout cela pour dire peut-être que même si les textes nous invitent à apprendre avec toutes ces façons,
nos élèves en éducation physique tendent à prioriser parfois des façons de faire qui leur conviennent bien, pour lesquelles ils se sentent mieux armés. Alors je ne dis pas que certains élèves n'utilisent pas tout ça, hein, ça arrive aussi. Et en fait, ces trois, ce que j'ai appelé des profils d'apprentissage, de stratégies d'apprentissage, ils font écho à des travaux classiques en psychologie cognitive qui identifient de longue date des processus sous-jacents à ces stratégies. Donc les stratégies, c'est ce qui se donne à voir, c'est comment je m'y prends. Les processus, c'est ce qu'il y a caché, ce qu'il y a de difficilement perceptible, si ce n'est par des expériences. Et donc là, on sort un peu du cadre de recherche en situation d'éducation physique. Et donc il y a trois grandes catégories de processus d'apprentissage qui se donnent à voir là. Les processus d'apprentissage dits explicites, quand on utilise le langage, pour les premiers profils d'élèves. Le processus d'apprentissage dit analogique, pour ceux qui utilisent l'image, la métaphore, la ressemblance à. Et des processus d'apprentissage dits implicites, pour ceux qui s'efforcent d'apprendre par la répétition, l'apprentissage implicite étant basé sur un renforcement d'associations successives. Voilà moi ce que j'ai vu, et j'ai bien entendu que les textes nous invitent à combiner ces différentes façons d'apprendre. Alors moi c'est vrai que je m'appuierais pour débattre, parce que vous voyez bien qu'on est dans le débat, on n'est pas forcément d'accord tous les deux. Je m'appuierai sur ce que je vois et ce que j'observe des pratiques professionnelles, pas les miennes parce qu'elles sont un peu datées, même si elles sont incarnées, mais celles que je vois aujourd'hui, en tout cas dans les pratiques de l'EPS. Et la question qu'on se pose, en tout cas tous les deux, dans ce jeu de questions-réponses, c'est que pour apprendre et construire ses compétences en EPS, quelles seraient les stratégies d'apprentissage et quels seraient les processus d'apprentissage qu'il conviendrait d'encourager? Est-ce qu'on peut en encourager plus certains que d'autres, selon des contextes, selon des objectifs, selon des finalités? Est-ce qu'il y a matériaux à privilégier telle ou telle optique? Et quelles seraient les pratiques pédagogiques les plus garantes d'effet sur les progrès moteurs des élèves? Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions qu'on se pose tous les deux? Moi, je vois des choses. Lui, il étudie des choses. Est-ce qu'ensemble, on va pouvoir vous aider un petit peu à avancer pour savoir, finalement, quand je construis ma leçon de PS, est-ce que c'est plutôt vers cette direction que je dois aller, vers telle autre? Puisque tous, au bout du compte, qu'est-ce qu'on vise? Ce sont les progrès des élèves. Donc, une question qui n'est pas simple pour nous. Alors, pour décliner cette question sous forme de 3 réponses successives, le plan qu'on vous propose de suivre, il est très simple. C'est tout d'abord évoquer des formes pédagogiques, des pratiques pédagogiques qui valorisent l'apprentissage explicite. Vous les connaissez peut-être sous l'appellation de pédagogie de la compréhension. Dans un deuxième temps, on développera des pédagogies qui valorisent plutôt l'apprentissage implicite. Des pédagogies que vous connaissez peut-être sous l'appellation pédagogie par aménagement du milieu. Et on terminera par des pédagogies qui valorisent l'apprentissage par analogie. Pédagogie que je qualifie aujourd'hui de pédagogie des expériences significatives. Et je vous montrerai comment ces pédagogies sont mobilisées par des chercheurs pour vérifier qu'elles produisent des effets, et des effets en termes de compétences, puisqu'on est bien parti de là. L'objet du prof d'éducation physique, c'est bien de former un élève compétent.